Bonjour Elie Korchia. Bonjour Steve. Et Shabbat Shalom, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous avez assuré dans le passé, on le sait ici, la défense des parties civiles, notamment au procès des attentats de Toulouse et de Montauban en 2017, puis au procès de l'Hypercacher l'an dernier. Vous êtes également vice-président du consistoire de Paris et président du Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine. Et dimanche, Elie Korchia, vous devriez être élu président du consistoire central par les 310 grands électeurs de l'institution. Vous serez le seul candidat en lice. Pourquoi vous lancez maintenant, à 50 ans, au milieu d'activités déjà très engageantes, dans ce nouveau défi ? Vous l'avez dit, ça fait de nombreuses années que je suis engagé en tant que militant associatif et bénévole pour la communauté juive. C'est un atavisme familial que j'ai parce que mon grand-père était déjà dirigeant de communauté juive en Algérie et puis ensuite en métropole quand ils sont revenus en 1962. Et mon père, Alev Shalom, Jean Korchia, était président de la communauté juive de Puteaux dans les Hauts-de-Seine au milieu des années 80. Et il est décédé malheureusement brutalement d'une rupture d'anévrisme en 1990 alors que j'avais à peine 19 ans. Et donc j'ai toujours voulu continuer en sa mémoire, poussé par beaucoup de personnes d'ailleurs, continuer cette œuvre communautaire. Modestement, je voulais le faire vraiment à mon niveau local. Et donc j'ai été président très jeune, à 26 ans, de communauté à Puteaux, dans ma ville. Et puis ensuite, Joël Mergui s'est présenté au consistoire de Paris, comme vous le savez. Il m'avait demandé déjà de le rejoindre quelques années avant au Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine. Je me suis présenté avec lui au consistoire de Paris. J'ai été élu. J'étais à l'époque un jeune administrateur de 34 ans. Et puis ensuite, je l'ai accompagné au consistoire central de France, quand il a été élu en 2008. Et je suis devenu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la fois vice-président du consistoire de Paris depuis plus de 10 ans et secrétaire-rapporteur, ce qu'on appelle le secrétaire général, mais chez nous, il présente le rapport moral donc du consistoire de France en 2010. Donc effectivement, aujourd'hui, à 50 ans, comme vous l'avez relevé, après 3 mandats statutaires de Joël à la tête du consistoire de France et alors qu'il ne pouvait plus se représenter et que les C'est la suite logique, la présidence. Oui, enfin pour moi en tout cas, à un moment donné dans mon évolution de mes mandats communautaires, effectivement, je pense que c'était le moment pour moi de me lancer. Je pense que la génération, la nouvelle génération que je peux incarner doit prendre ses responsabilités aussi à un moment donné pour essayer non pas de changer les choses seulement, de consolider des acquis, parce qu'ils sont nombreux, mais aussi d'amener bien sa façon de gérer, sa façon de présider, sa façon de dynamiser cette institution. Et donc, je veux prendre part à ce travail communautaire. Et c'est pour ça que je me suis présenté en étant, disons-le, très, très soutenu et très encouragé par beaucoup de leaders communautaires à travers la France, puisque vous l'avez dit, ce sont l'ensemble des responsables communautaires à travers toute la France qui votent, les représentants des consistoires. Et j'ai eu cette grande chance d'être soutenu. Je ne savais pas que je serais le seul candidat à l'époque. Alors justement, sur ce point, Elie Korchia, est-ce que vous auriez préféré, pour la vie démocratique de l'institution consistoriale, avoir dimanche des challengers, ou estimez-vous au contraire que c'est finalement là un moyen d'éviter l'affichage public de discorde et de division ? Vous avez presque tout dit dans votre question, Steve. Ça ne m'aurait pas dérangé en tant qu'avocat, en tant que leader communautaire, en tant qu'habitué du débat, de la contradiction, des propositions. Ça ne m'aurait pas du tout dérangé, évidemment, loin de là, qu'il y ait un autre candidat. Ça n'aurait été ni un adversaire, ni même un concurrent. Ça aurait été un autre candidat. On travaille bénévolement pour la communauté. C'est une mission associative, bénévole, donc il n'y avait aucune raison que ce soit agressif. Ça n'a pas été le cas parce qu'effectivement, quand j'ai présenté ma candidature, peut-être est-elle apparu comme légitime pour beaucoup de responsables. Et c'est vrai qu'à travers les grands consistoires de région, comme beaucoup de personnes faisaient savoir depuis plusieurs mois, puisque nous savions que Joël Mergui avait fini ses 3 mandats et qu'il ne pouvait plus se représenter au consistoire de France, comme beaucoup encourageaient ma candidature et que ça se savait, je pense, beaucoup dans les différents consistoires. Je pense qu'à un moment donné, personne n'a voulu se présenter parce que beaucoup savaient qu'effectivement, j'avais le soutien de beaucoup de leaders. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai, vous l'avez relevé, les dernières élections depuis ces 20 dernières années, en tout cas, j'étais pas là il y a 30 ou 40 ans, mais en tout cas depuis ces 3 dernières décennies, c'est vrai qu'on a vu des élections au consistoire très tendues et souvent source de division, voire d'affrontement. Donc ce qu'on me dit en tout cas quand je tourne dans toute la France, parce que j'ai voulu faire un tour de France, on en parlera, un tour de France des communautés juives, une vraie campagne, comme s'il y avait eu plusieurs candidats d'ailleurs, ce qu'on me dit partout, on est heureux de ce climat apaisé, constructif, chaleureux. Il fallait restaurer le shalom ?
Peut-être que cette élection a permis de retrouver un climat vraiment d'apaisement et ça c'est précieux parce que je vois que ça se passe partout où je vais dans un excellent climat. Donc voilà, il y a eu un peu moins de débats peut-être, mais la contradiction je l'ai portée parce qu'en allant dans toute la France, en ayant des réunions avec tous les consulteurs régionaux, à chaque fois j'ai donné beaucoup de temps de parole et j'ai beaucoup discuté avec les élus. Et on va revenir dans quelques instants sur ce Tour de France des communautés. Avant cela, vous le disiez, vous prendrez la succession normalement dimanche de Joël Mergui, qui est à la tête du consistoire central depuis 2008. Vous dites dans l'interview que vous avez accordée à nos amis d'Actualité Juive que vous souhaitiez agir à la fois dans la continuité et le changement. Comment articuler ces deux objectifs a priori contradictoires ? Pour moi, complémentaires. Pour moi, très complémentaire. Voilà. Et puis, il y a un troisième terme qui est l'unité. Mais comme on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, je pense que l'unité, à travers les soutiens et les encouragements qui se sont passés au cours de ces dernières semaines et de ces derniers jours, et qui, j'espère, se matérialisera, parce qu'il faut un quorum. Il n'y a pas de procuration chez nous. Il faut que les leaders viennent, qu'on habite à Paris ou en province. Donc, j'espère qu'ils viendront bien. Et j'ai confiance, évidemment, pour qu'on ait le quorum et que cette élection se passe avec une grande unité sur place. Pas de vote électronique. En fait, pas de vote à distance. Nous ferons un vote sur place. C'est un vote en présentiel obligatoire. Et donc, il y a 560 grands électeurs, 310 titulaires, 250 suppléants. Et il faut effectivement que sur ces 310, nous ayons effectivement la majorité. Donc, c'est un vote qui se passera par vote électronique sur place. Mais nous avons besoin de tout le monde. Et je remercie, puisque je suis à cette antenne, les leaders des responsables de toute la France qui m'ont fait savoir qu'ils prenaient le train, qu'ils prenaient l'avion. Et donc, ça me touche beaucoup en dehors de ceux qui viendront de Paris et de la région parisienne. Une fois qu'on a dit l'unité, il y a effectivement la continuité et le changement. La continuité, pourquoi ? Parce que vous me connaissez un petit peu, tant sur mon aspect professionnel que communautaire, que bénévole, j'ai toujours une grande détermination. Mais j'ai aussi beaucoup d'humilité. Je crois qu'il faut savoir que avant nous, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont œuvré, il y a des présidents qui ont fait un grand travail. Je cite notamment toujours les deux qui m'ont précédé, que j'ai connus à l'œuvre, Jean Kahn, Zichrono Livracha, qui était un grand président du consistoire, et Joël Mergui, qui a fait effectivement ses 3 mandats depuis ces 12 dernières années, et donc effectivement qui a fait aussi beaucoup de choses. À mon niveau, je veux être dans la continuité de ceci. Pourquoi ? Parce que... Pas de révolution à attendre. Non, le mot révolution, vous savez, il peut être positif comme il peut être parfois négatif. C'est ça le mot révolution. C'est pas toujours vécu de la même manière. Moi, ce que je veux, c'est faire évoluer le système. Donc on va enlever le R. On va laisser évolution. Moi, je veux consolider ce qui marche bien au consistoire parce qu'il y a de belles choses. Et malheureusement, le consistoire est parfois, en tout cas, n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Et c'est quelque chose qui me touche. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, le consistoire est lointain. Je pense pour des communautés de province, par exemple, le consistoire de France, c'est celui qui se bat vis-à-vis des pouvoirs publics, des politiques, qui joue un rôle institutionnel très important, qui est écouté, qui a une parole écoutée et respectée, mais parfois qui est trop lointain et donc qui est moins aimé que je le voudrais. Et puis pour des membres de notre communauté, parfois, effectivement, on ne se rend pas tout à fait compte de l'accompagnement du consistoire sur tous les thèmes de la vie juive qui permettent à la France aujourd'hui d'avoir une communauté très structurée et très forte sur un certain nombre de sujets. Donc j'aimerais effectivement, à travers ma personnalité, ma façon de gérer, l'équipe qui va m'entourer, parce que beaucoup de leaders, je vous le disais, se sont engagés, m'ont encouragé, et évidemment je tiens à ce qu'ils soient représentés au maximum. Comment justement vous avez constitué votre équipe ? Alors pour le moment, on élit un président. Contrairement aux consistoires locaux qui élisent des administrateurs qui ensuite élisent un président à Paris, à Marseille, à Lyon, le consistoire de France, que ce soit pour le président ou le grand rabbin, on élit une personnalité. Et ensuite, le mois suivant, le président arrive au conseil d'administration et présente un bureau qui sera évidemment donc à ce moment-là renouvelé. Vous avez déjà quelques idées, j'imagine. J'ai déjà mes petites idées. Si je parle de jeunesse, il faudra que la jeunesse y fasse partie, Steve. Si je parle de femmes, il faudra qu'évidemment il y ait une représentation aussi des femmes dans la communauté. On n'est pas là pour voir des quotas, mais si j'ai un discours et un programme que vous avez vu qui est assez précis, il faudra qu'il se concrétise en actes, et je pense que c'est important. Et puis la première chose que j'ai annoncée, qui était très importante, notamment par rapport à toutes les régions, c'est que j'ai pris la décision de ne pas me représenter pour être administrateur dans un mois, lorsqu'il y aura les élections du renouvellement du consistoire de Paris, pour justement montrer et démontrer qu'en tant que président du consistoire de France, j'œuvrerai évidemment avec tous mes amis de Paris et d'Île-de-France, mais aussi avec toutes les régions de France, et que j'essaierai, modestement, mais j'essaierai d'avoir une écoute, une disponibilité qui sera la même pour les petites, les moyennes ou les grandes communautés. Eli Korshia, vous avez entamé, vous le disiez tout à l'heure, un tour de France des communautés juives du pays au terme des fêtes de Tishri. D'abord, le constat empirique. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Comment vont les communautés juives, notamment en région ?
Il y a beaucoup de disparités. Il y a des petites communautés qui sont parfois isolées, qui sont fragilisées, qui ont vu leur nombre de fidèles, de membres baisser, et qui essayent vraiment de survivre, de faire survivre la vie juive dans certaines villes. Et qui ont besoin pour cela du consistoire central. Bien sûr, qui ont besoin du consistoire central, et qui me disent, voilà, on a besoin d'un consistoire central fort, qui soit dynamique, qui soit à notre écoute, qui soit très présent. Évidemment, encore une fois, du travail a été fait, mais le son qui m'est revenu, en tout cas, le retour qui m'a été fait, c'est que vraiment ils attendaient davantage, qu'on puisse les accompagner à maintenir cette vie, voire même parfois à les aider à développer la vie juive. Parce que le statu quo n'existera pas dans les 10 ans qui viennent. Soit des communautés, malheureusement, s'éteindront ou fermeront leurs portes si on ne les aide pas, soit d'autres pôles se renforceront. Et il y a des pôles, effectivement, à l'inverse de ce que je vous disais il y a 2 minutes, il y a d'autres endroits où il y a un pôle de vie juive extrêmement fort. Je pense à Marseille, par exemple, qui se développe énormément depuis ces dernières années. Je pense à Lyon, je pense à d'autres régions qui sont en développement et qui donc ont un potentiel encore de développement important. Et donc là, mon rôle sera de les accompagner. Et donc, quand je vous disais d'être à l'écoute des petites, moyennes et grandes communautés, c'est vraiment un travail global que je vais essayer de faire avec les membres qui m'entoureront, les présidents, les dirigeants d'associations consistoriales et les rabbins et grands rabbins, parce que vous savez que je serai aussi très attentif à être à leur écoute et à être celui qui sera toujours l'homme de la halakha, du respect de la loi juive, et en même temps de l'écoute d'autrui, de l'humanité et de l'ouverture aux autres. La crise de Covid-19 a affecté les communautés juives du pays, à l'image d'ailleurs de la France tout entière, humainement d'abord avec des pertes importantes, mais aussi financièrement, notamment pendant les périodes de confinement. Comment comptez-vous remonter cette dernière pente ? Déjà, il faut savoir que le consistoire central de France fédère, nous sommes le représentant, le président est le représentant du judaïsme français, parce qu'il fédère tous les consistoires régionaux, tout comme le grand rabbin sur la partie spirituelle et son binôme, son tandem. Et donc je vais agir d'abord aussi avec un grand sens du tandem et en concertation avec le grand rabbin Chaim Corsia. Pour l'aspect financier, nous irons chercher de nouveaux moyens de financement. C'est très important. Nous avons effectivement aujourd'hui, je pense, des donateurs, des fondations aussi qui pourront nous aider, mais ils ne nous aideront que si nous avons des projets concrets et dédiés à des sujets précis. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on peut demander de l'argent pour combler un déficit ou pour essayer d'avoir des moyens, je dirais, ex nihilo. Je crois que quand on ira demander des subventions ou des dons, il faudra le faire avec des projets concrets. Sur la jeunesse, sur la formation de nos rabbins, sur les étudiants. Est-ce que vous avez déjà en tête quelques grands projets justement qui pourraient être Bien sûr, je vais vous donner plusieurs exemples. Pour les étudiants, je veux créer, et je sais que le grand rabbin me suit totalement sur ce sujet, un poste d'aumônier de la jeunesse. C'est quelque chose dont on parle depuis, bien sûr, pour les lycéens et les étudiants. C'est quelque chose dont on parle depuis des années, qui n'a jamais pu être matérialisé. Je sais que ça coûte de l'argent, je sais que c'est un projet ambitieux, mais je veux qu'on puisse être là. Parce qu'il faut être plus présent vis-à-vis de nos jeunes, de nos étudiants et de nos lycéens. Et puis je vais vous donner un autre exemple. On parle beaucoup d'Israël sur cette radio, et vous savez que c'est un thème qui m'est cher. J'ai consacré un passage entier dans mon programme sur Israël. Je créerai une commission de partenariat avec Israël pour renforcer les partenariats entre la France et Israël. Et je voudrais qu'on revienne à ce qui existait dans les années 2000, sous Jean Kahn notamment, avec des conventions du consistoire en Israël, où on puisse faire venir des leaders communautaires, des journalistes, effectivement des hommes politiques, qu'on puisse reprendre des liens importants avec des actions concrètes sur le terrain. Et bien pour cela, il faudra des moyens, mais je suis certain qu'on pourra avoir de beaux projets à développer. Élie Corsia, par votre fonction, vous serez désormais l'un des interlocuteurs privilégiés et les plus réguliers des plus hautes autorités de l'État en tant que représentant du judaïsme organisé à la fois à côté du grand rabbin de France, Chaim Corsia, et du président du CRIF. Est-ce que vous leur demanderez à ces autorités de l'État d'aller plus loin en matière de lutte et de répression de l'antisémitisme, de sécurisation des bâtiments également? Et je pense également, et vous avez évoqué à l'instant la situation des lycéens et des étudiants, revenir sur la question des difficultés rencontrées par certains d'entre eux pour passer leurs examens qui se tombent parfois le jour du Shabbat ou des jours de fête chômés. Bien sûr, c'est au cœur de notre action, d'abord au Consistoire de France, et c'est au cœur de ce que je vais porter comme message. J'essaierai d'être, non pas l'avocat, mais le porte-voix des leaders des synagogues, des centres communautaires, des communautés juives à travers la France sur ces thématiques-là, et bien évidemment, sur les points que vous venez de soulever, j'aurai un discours qui sera, je l'espère, fort vis-à-vis des pouvoirs publics. Avec une nouvelle stratégie, par
exemple, pour les étudiants ? Auprès du ministère de l'Éducation nationale, évidemment, ce sont des responsabilités que je vais prendre. Donc, je ne les ai pas pour le moment exécutées sur le terrain. Mais évidemment, au niveau des pouvoirs publics, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou d'autres interlocuteurs au niveau de l'État, j'insisterai beaucoup sur cela. Et c'est pour ça que je veux renforcer aussi ce travail par la création d'un poste d'aumônier qui puisse être aussi un relais local. C'est très important. Et par rapport à ce que vous avez dit sur la lutte contre l'antisémitisme et pour la sécurité des Juifs de France, vous aurez remarqué dans mon programme que c'est un des points majeurs que j'ai mis en avant, et de par mes fonctions associatives, mais aussi de par les combats que j'ai menés bénévolement pour ces dossiers où j'étais avocat de partie civile, je me servirai de cette expérience et de cette expertise de terrain que j'ai pour essayer de porter ce combat et cette lutte. Avec des prises de parole publiques pour essayer de peser également sur les consciences de nos concitoyens sur ces questions difficiles ? Tout à fait, c'est essentiel, c'est essentiel. Vous savez, je reviens de Toulouse où j'étais mercredi, travail de terrain. J'étais mercredi à Toulouse invité par vos confrères, vos collègues de la télévision, de RMC Story et de la chaîne de télé qui va diffuser en avant-première dimanche soir pour la première fois le documentaire Faites entrer l'accusé, consacré aux attentats de Toulouse et Montauban, qui ont représenté véritablement l'an zéro du nouvel antisémitisme, du terrorisme qui a tué en France. Eh bien, j'ai été présent sur place, j'étais invité pour prendre la parole et répondre aux questions. Le cinéma de Toulouse était plein pour cette avant-première, très sécurisé bien évidemment. Et je peux vous dire que la parole de Samuel Sandler était dans ce documentaire et même de son épouse. Ce sera sur Radio J dans Les Enfants de la République dimanche matin. Ah parfait. Eh bien, Samuel était dans ce documentaire avec son épouse. J'ai rappelé la parole, la mémoire, comme je le fais toujours à travers ma parole, des victimes, bien évidemment, de Jonathan, d'Arié, de Gabriel et de Myriam. Et quand j'ai répondu aux questions, eh bien, les journalistes étaient aussi contents d'avoir un avocat qui dit les choses sans embâche, avec clarté. Et j'ai répondu à certaines questions justement en rappelant l'antisémitisme. Et qui parle à la France tout entière. Bien sûr, et pas à la communauté juive seulement. C'est la République entière. Ce sont les valeurs républicaines qui sont en cause. Et donc, dans cette salle, 90% des gens n'étaient pas juifs. Et j'ai eu l'occasion de dire certaines choses parce que je pense qu'il faut parler avec aussi vérité sur ce sujet. Autre enjeu fondamental pour terminer, Élie Korcher, la question de la préservation de l'abattage rituel en France et plus largement en Europe. Ce dossier est au cœur du débat politique chez nos voisins belges en ce moment. Hier, le gouvernement local n'est pas parvenu à s'entendre en vue d'un accord visant à étourdir l'animal avant de l'abattre. Le projet va désormais être transféré au Parlement. Est-ce que l'évolution des rapports de force politiques en France, mais aussi du débat public, vous invite à être non seulement très vigilant, mais peut-être aussi un peu inquiet ? Particulièrement vigilant, c'est évident, Steve. Vous avez rappelé ce qui s'est passé en Belgique. Il faut que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien que justement la force d'avoir un consistoire tel qu'il est organisé chez nous depuis 1808, depuis plus de 2 siècles, très fort, très structuré, c'est aussi une chance quand on a justement à expliquer des sujets tels que ceux-ci. Et ce qui s'est passé en Belgique, malheureusement, où ils sont moins structurés, ils ont moins d'outils pour agir, eh bien, ça peut amener des décisions très défavorables, comme ça a eu lieu en Belgique. Moi, je ne désespère pas du tout sur ce sujet, je reste très confiant et optimiste, mais il faut être vigilant parce qu'il n'est pas possible, il n'est pas question qu'on puisse au niveau de l'Europe, voire même de la France pour certaines personnes qui voudraient le faire croire que le judaïsme n'est pas respectueux du bien-être animal. Ce n'est pas possible. Le judaïsme n'a jamais été en antinomie avec le bien-être des animaux et la façon dont nous avons de protéger les animaux et dans l'abattage même, il n'y a pas de cruauté envers les animaux. Donc c'est un sujet presque philosophique qui se pose à travers cet abattage rituel. Évidemment qu'il faut préserver nos rites, nos traditions, parce que l'abattage rituel, c'est faire manger derrière des juifs, les faire manger cachère. Si on n'a plus la possibilité de pouvoir abattre en France pour manger de la viande cachère, c'est toute la remise en cause de nos rites et de nos traditions. Mais derrière cela, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne faudrait pas que certains fassent croire que préserver, ou en tout cas enlever l'abattage rituel, ça permettrait d'être pour le bien-être animal. C'est quelque chose qu'il faudra démontrer, et que nous continuons d'ailleurs à démontrer avec le Grand Rabbin de France, et aussi, je veux le citer, avec le Grand Rabbin Fison, qui est vétérinaire et grand rabbin, et qui nous aidera à continuer le travail qu'il a déjà commencé ces dernières années. Et qu'on retrouve tous les jeudis dans le Grand Journal. Merci beaucoup, Élie Korcher. Je rappelle que vous êtes le candidat à la présidence du Consistoire central. L'élection aura lieu ce dimanche. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, à bientôt. Shabbat shalom et à bientôt. Shabbat shalom.